on va à notre tour vous présenter nos parcours et très rapidement ce qu'on fait en thématique de recherche. Du coup, là, nous, on a choisi de présenter tous les trois en parallèle pour vous montrer un peu la diversité de parcours qu'on a pu suivre, plus récents, parce qu'on a passé notre bac dans les années 2010 à la louche, un peu plus tard pour 2015. Colline. 2015, voilà. Donc le cinéma en 2010 et Colline en 2015. Et on va un peu vous présenter tout notre parcours jusqu'à la thèse. On vous présentera aussi un peu ce que c'est la thèse, parce que tout le monde en a parlé, mais c'est quelque chose qui peut être assez vague. Et ouais, vraiment, le but, c'est aussi d'un peu de discuter. Donc, normalement, je sais que vous êtes en seconde ou première, donc vous avez peut-être déjà commencé à réfléchir à quoi faire après le lycée, en tout cas à vos parcours. Donc aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur pourquoi on a choisi tel ou tel parcours, qu'est-ce qui nous a motivés, et qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Donc voilà. Ah oui, rapidement. Je vais continuer à être chairman en même temps. Tout à ma droite, c'est Colline, qui est doctorante en 3e année, donc vers la fin de sa thèse. Au milieu, c'est Osni, qui est aussi doctorant, mais lui plus au début de sa thèse. Et donc moi, je vous redis, je suis Lucie, donc je suis post-doctorante, donc c'est-à-dire que j'ai fini ma thèse il y a 3 ans maintenant, et je fais un 2e projet de recherche actuellement. Et donc au début, la première question qu'on voulait vous parler, c'est qu'est-ce qu'on a fait après notre bac. Donc on remonte un peu. Donc c'est à moi de commencer apparemment. Donc moi je suis tout en bas. Hop. Et donc du coup, moi après le bac, j'ai choisi de faire une classe préparatoire en biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Donc c'est BCPST. J'avais fait un bac S, donc un bac scientifique, avec une majeure en SVT. Et donc j'ai fait une classe préparatoire pendant 2 ans près de Paris, donc à Versailles, et j'étais en internat. Donc alors rapidement, donc moi au lycée, ça se passait assez bien. J'étais en Normandie, et donc pour mes études après le bac, je voulais partir de ma région natale, mais pas non plus, je me voyais pas non plus être complètement autonome avec un appartement à Paris toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le système d'internat. Donc comme ça, je n'étais pas chez mes parents, mais quand même avec les repas qui étaient déjà prêts. Et moi j'ai trouvé que c'est un très très bon compromis d'être en internat. Et donc j'ai choisi une classe préparatoire en biologie, parce que je voulais faire de la biologie, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai choisi d'aller en classe préparatoire parce que c'est des cours qui correspondent beaucoup à ce qu'on fait en lycée. Donc on a encore des cours de français, de maths, beaucoup de biologie quand même, avec des professeurs. On est dans une petite classe, ça correspond vraiment au cours de lycée, en fait, le fonctionnement d'un lycée. Et comme moi, ça se passait bien au lycée, j'ai choisi de continuer pendant 2 ans sur ce système-là. Voilà. Okay. À toi aussi. Bonjour à tous, moi c'est Osni. Du coup, il avait pas mon nom. Moi du coup, je viens à la base d'un bac technologique. J'ai fait un bac techno STL BGB, donc sciences techniques de laboratoire, biochimie, génie biologique. J'y suis allé parce que ça m'intéressait. C'était un truc très orienté autour de la biologie. Il y avait pas mal de travaux pratiques et c'était notamment orienté autour de tout ce qui est microbiologie d'un côté et la biochimie de l'autre. Et après l'obtention de mon bac, je me suis lancé vers une PACES. Donc vous avez plus ça, vous maintenant, vous avez les PASS et les LAS, je crois plutôt. Mais à l'époque, tout passait par un concours qui se finissait après une année commune aux études de santé qu'on appelait le PACES. Et du coup, vous saurez ce qui arrivait dans la slide d'après, je vous garde le suspense. Et pourquoi tu as fait PACES ? Parce que j'aimais bien tout ce qui était le milieu de la santé en général, ça m'intéressait pas mal. Pendant mon bac, j'avais eu pas mal de cours de microbiologie, et ce qui m'intéressait le plus, c'était tout ce qui était microbiologie clinique, donc tout ce qui était orienté autour des pathologies infectieuses, donc maladies bactériennes, virales, etc. Du coup, la santé, c'est ce qui me paraissait le plus évident après. Et donc moi, déjà en fait, pendant mon lycée, j'ai vraiment eu du mal à choisir entre la L, la S et l'ES, parce qu'à l'époque, on avait encore des sections comme ça. Et après le bac, j'ai eu la chance de découvrir les doubles licences, où du coup, il y a plusieurs universités, maintenant ça se fait de plus en plus, qui proposent des doubles parcours qui peuvent être très larges.
Et moi, j'ai pu faire une double licence en biologie et en philosophie. Donc, c'est vraiment 2 disciplines complètement différentes. Mais parce que vraiment, je ne savais pas. En fait, j'étais attirée par la biologie et les matières scientifiques. Mais j'étais aussi attirée par des matières plus littéraires, aussi des sciences humaines. Et pendant en fait, ma double licence, là, j'ai préféré aller plutôt vers la biologie et continuer en biologie. Mais en fait, cette double licence, elle était très enrichissante et elle a aussi nourri mon rapport aux sciences et à la biologie et à la recherche en biologie. Donc on a eu 3 parcours assez différents. Spoiler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, levez la main. Du coup, après, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on est juste sur le parcours qui nous a amené après jusqu'à une thèse. On fait dans le même ordre ou... Ouais, vas-y, go. Ok. Donc moi, j'étais en classe préparatoire. Donc après la classe préparatoire, après les 2 ans, on passe à un concours où on a des épreuves écrites et des épreuves orales. Et donc moi j'ai passé ces concours et après je suis rentrée en dernière année de licence à l'université du coup par le biais du concours j'ai eu le statut qu'on appelle de normalienne, donc j'étais fonctionnaire stagiaire, donc à partir de ma dernière année de licence j'ai eu un salaire tous les mois et donc j'étais payée pour étudier. Donc c'est un statut qui a beaucoup de chances de donner pas mal de liberté et surtout une indépendance financière dès ma 3e année d'études. Et donc du coup c'est un parcours qui est vraiment orienté pour faire de la recherche. Donc moi j'avais déjà cette envie de continuer en recherche en biologie à la fin de ma prépa. Et donc du coup j'ai continué, j'ai fait une licence et un master de recherche sur le thème de la biologie cellulaire. Et donc j'ai enchaîné et donc pendant ces années d'études, j'ai fait en particulier une année entière où j'ai décidé de partir 1 an aux États-Unis pour travailler dans un laboratoire. Donc là, cette année à l'étranger, il y avait j'avais 2 raisons pour la faire. La première, c'était je voulais vraiment passer 1 an dans un laboratoire et vraiment travailler, avoir un petit projet de recherche pendant cette année avant de me décider de vraiment continuer à m'engager dans une thèse. Et aussi, je voulais partir à l'étranger. J'avais envie de découvrir un autre pays, de voir comment ça fonctionnait dans un autre pays. Et c'est aussi ce que Marie-Émilie a dit au début. C'est très enrichissant de partir à l'étranger, parce qu'on est vraiment dans une autre culture. On peut se réinventer. On va rencontrer énormément de monde pendant une année. Donc c'était une année qui était très riche. Et c'est pendant cette année-là que je me suis vraiment décidée que je voulais continuer mes études pour faire une thèse, pour travailler comme chercheuse dans un laboratoire de recherche en biologie. Moi du coup après ma thèse j'ai pas réussi à avoir mon concours, du coup je me suis réorienté juste après, j'ai pas tenté une 2e année, je suis allé directement en BTS, j'ai fait un brevet de technicien supérieur du coup en bioanalyse et contrôle. Après avoir eu mon BTS en 2 ans du coup je suis allé travailler à l'hôpital, j'ai trouvé un travail de technicien de laboratoire à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, où j'ai fait surtout de la microbiologie et majoritairement de la virologie. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, c'était vraiment très très bien, moi j'ai adoré le métier, mais je m'ennuyais un petit peu, c'était assez répétitif, c'est des métiers qui sont quand même très automatisés. Du coup j'ai décidé à partir de là de reprendre mes études, donc je suis retourné à la fac, j'ai fait une entrée à la fac en 2e année de licence du coup, parce qu'en 3e année ils estimaient que pour un BTS c'était trop compliqué. Pourquoi pas. Du coup, j'ai fait L2, L3 à l'université de Créteil, toujours des sciences du vivant. Ensuite, j'ai fait un master M1, M2 à Sorbonne, avec une spécialisation en microbiologie en 2e année de master. Et puis, à partir de là, j'ai démarré ma thèse, du coup, au Collège de France. Et pendant toutes ces années, du coup, à partir de mon BTS, en fait, j'ai travaillé en parallèle de toutes mes études jusqu'à la fin de mon master. Et j'ai réalisé accessoirement 2 stages, un stage de 14 semaines en BTS et un stage de 6 mois en master pour valider le M2 du coup. Voilà. Oui, donc moi c'est pendant ma licence que j'ai choisi de continuer en biologie et notamment en recherche aussi. Donc j'ai fait un master vraiment axé recherche qui était assez général en biologie. J'ai touché à pas mal de matières, mais surtout en biologie de l'évolution.
Et en fait, dans les stages de master axés recherche en biologie, c'est vraiment le moment où on va faire beaucoup de stages, notamment 2 stages de 5 et 6 mois, donc c'est des stages longs, et c'est des stages qui sont très formateurs en laboratoire, et c'est là qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est que le métier de chercheur et le monde de la recherche. Et c'est là qu'on apprend le plus en vérité. Et donc souvent, c'est aussi l'occasion de donc pouvoir... ça peut être l'occasion de pouvoir partir, comme Lucie et comme Marie-Émilie l'a dit. Le monde de la recherche, c'est quand même un monde assez international, donc il y a pas mal d'échanges entre laboratoires de pays du monde entier. Et donc moi, j'ai eu la chance de faire un stage de M1 au Japon, en station de biologie marine. Donc c'était aussi une super expérience. Voilà. Ouais, vas-y. On parlait en anglais, du coup, le monde de la recherche, c'est quand même un monde... du coup, vu que c'est très international, la plupart des chercheurs parlent anglais. C'est quand même une donnée qui est assez importante de travailler son anglais. Et donc, même au Japon, où l'anglais n'est un peu moins pratiqué, les chercheurs parlent aussi anglais. Et là-dessus, même nous, au laboratoire, actuellement, on a des nationalités qui peuvent être très diverses. Donc même tous les jours, même si on est français et qu'on est en France, on va forcément travailler avec des personnes qui sont francophones, donc on va parler anglais. Au Collège de France, dans les laboratoires, il y a beaucoup de monde qui parle anglais. Même si on ne parle pas très bien, on a un anglais scientifique, on appelle ça. Et si vous n'êtes pas très bon en anglais pour l'instant, vous inquiétez pas. Perso, j'ai pas validé anglais au bac et juste avec la formation de scientifique, en fait, vous allez tellement être obligé de lire des articles en anglais, etc. Vous allez l'apprendre un petit peu naturellement. Et comme dit Lucie, c'est de l'anglais scientifique. Il y a beaucoup de mots valises, beaucoup de mots transparents. Donc ça vient très très vite. Il ne faut pas s'inquiéter. D'autres questions sur les parcours un peu ? Ouais, vas-y. Alors, c'est la comparaison entre licence, master, thèse et les études de médecine. Je connais un peu le parcours à peu près. Mais... Alors, généralement, ça se fait en alors, du coup, il y a plusieurs choses. On peut soit faire on peut faire un parcours de médecine. Et sur certaines années, on va pouvoir en parallèle valider le parcours. Donc ça va arriver juste le master. On peut valider un master pendant ses études de médecine. Donc généralement, ça rajoute une année. Et après, les médecins qui veulent faire de la recherche, ils ont la possibilité de suspendre entre guillemets leurs études de médecine pour valider leur Master 2 et après une thèse. Donc ça se fait, le Master 2, je crois que ça se fait autour de la 4e année de médecine, et après la thèse, ça se fait soit avant, soit pendant l'internat. Donc il y a, pour les médecins qui font de la recherche, en fait, ils ont principalement fait leurs études de médecine et ils ont suspendu à 2 moments pendant leurs études pour faire l'année de Master 2 et soit directement après l'année de Master 2, soit un peu plus tard, faire une thèse de recherche. Mais après, c'est pas si tu fais les études de médecine, juste le parcours médecine, il n'y a pas licence master de recherche. Tu as un diplôme de médecin, mais pas un diplôme de chercheur. Ouais. Alors sur les spécialités à apprendre au lycée. Moi j'ai fait la classe préparatoire BCPST, donc comme son nom indique, il y a de la biologie, de la chimie et de la physique. Et en plus, il y a des maths, donc c'est pas dans le titre, mais en gros, sur les concours, généralement, il y a un quart de biologie, un quart de physique-chimie, un quart de maths et un quart de français, anglais, autres matières. Du coup, c'est assez compliqué pour conseiller sur les choix de spécialité. Surtout qu'il y en a le droit qu'à 2. Voilà. En tout cas, en BCPST, actuellement, je sais qu'ils prennent les combinaisons biologie, physique-chimie, maths, physique-chimie et physique-chimie bio. Et après, pendant les premiers mois, il y a des cours de rattrapage en fonction des spécialités que vous n'avez pas suivies. Il faut regarder
Après, je sais pas pour médecine et licence. Je pense qu'en licence, ça doit être un peu plus libre quand même, enfin un peu plus large. Et aussi, faut pas se limiter. Si jamais vous avez fait un choix et qu'ensuite vous vous dites, bah mince, je peux pas du coup postuler à cette licence, mais c'était ce que je voulais faire vraiment, on peut quand même essayer, quoi. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de combinaison miracle. Moi, je sais des retours que j'ai pu avoir. Ils conseillent. Après, c'est aussi un équilibre, vous, à avoir aussi de prendre des matières qui vous intéressent. Quand même. Ouais, voilà. Des matières dans lesquelles vous fonctionnez bien. On va dire que voilà, si en SVT, c'est une matière qui vous intéresse, que vous avez des bonnes notes, moi je trouve ça un peu dommage de l'arrêter pour faire physique, chimie et maths, alors que vous aurez pas forcément vous aurez peut-être plus de mal à travailler en physique, chimie parce que ça va vraiment vous intéresser. Après, en fait, dans la combinaison pour les sciences, c'est un peu compliqué parce que effectivement en sciences, généralement ils demandent la combinaison des trois. Alors je sais que maintenant, si vous abandonnez les maths, vous pouvez garder les maths en mineur, donc ça peut être une option. Et après, en fait, surtout prenez. Alors, si vous voulez faire des études en sciences, biologie, maths, physique, chimie. Je ne vais pas forcément vous conseiller de prendre de l'histoire de l'art, mais en restant sur les trois matières scientifiques. Après, il faut savoir que maintenant, les formations en post-bac, elles s'adaptent. Et en tout cas, je sais, en prépa, surtout en BCPST, ils adaptent les cours justement pour que, en fonction des spécialités que vous avez prises, qu'il y ait une compensation qui soit faite entre ce que vous avez pu prendre. Mais après, voilà, généralement, très rapidement en post-bac, les cours vont aller assez vite, assez loin. Et donc, généralement, en quelques mois, en fait, la différence qu'il y a entre les spécialités que vous avez prises au bac, elle est très rapidement effacée. Donc voilà, c'est en gardant dans le choix, en tout cas pour les études de biologie, entre physique, chimie, maths et biologie, en gardant entre les trois matières. Si vous n'en prenez pas une des trois, ça va très vite être effacé au fur et à mesure. Si je peux rajouter juste un truc pour les doubles licences dont Colline parlait, qu'elle a fait, c'est mieux de prendre dans vos spécialités les deux matières que vous voulez faire en double licence, bien sûr. Maintenant, enfin, je parle avec le nouveau. Mais aussi, je crois quand même que pour les spécialités, enfin, en tout cas moi, à mon époque, dans ma double licence, finalement, tout le monde avait fait une spécialité scientifique à l'époque. Parce que c'est quand même toujours, je sais pas, c'est souvent privilégié tout de même. Donc, faut garder ça en tête malgré tout. N'hésitez pas aussi à aller dès maintenant à regarder dans les sites des universités parce qu'il y a pas mal de formations qui ne sont pas connues. Moi, c'est pareil. J'avais hésité entre soit faire une classe préparatoire, soit faire une double licence. Moi, c'était géopolitique et sciences de la vie. Mais pareil, je ne savais pas du tout que ça existait. Et voilà, c'est en allant fouiller sur les sites internet des universités que j'ai découvert des formations dont je n'avais aucune idée. Je sais qu'il y a aussi des programmes renforcés, des magistères ou des programmes un peu plus spécialisés qui ne sont pas très connus. Donc, il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans les sites des universités et des écoles les parcours possibles. Ça prend du temps, mais c'est aussi quelque chose d'important. Oui, et puis la fac aussi, faut pas la dévaloriser. Enfin, moi, j'avais aussi hésité à faire des prépas, mais ça me faisait aussi un peu peur. Au niveau de la charge de travail, même si je pense que c'est tout à fait possible finalement. Mais la fac, c'est aussi, ça ouvre énormément de portes et au niveau de l'enseignement, c'est vraiment un super niveau aussi, quoi. Et toi aussi, tu as fait un BTS encore différent? Moi, le BTS, c'est un peu la suite du lycée. Pour le coup, on est très très encadré, donc il y avait pas mal. Les journées étaient un petit peu longues, il y avait un gros volume horaire, mais c'était vraiment super sympa. Les enseignants, on travaille toujours dans des petits groupes, c'est des classes de 15-20 élèves, et vraiment, on sent pas trop le travail parce que on est super encadré, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, c'est assez efficace au niveau de l'enseignement.
Et puis je pense que c'est plus technique aussi, vous apprenez beaucoup de Ah techniques. ouais, ça doit être c'est la super, moitié de l'emploi du temps, c'est des travaux pratiques globalement, et ça c'était vraiment vraiment cool. Du coup, la moitié du volume horaire, c'est quand on n'aime pas trop non plus bachoter tout le temps, etc. Les TP, c'est vraiment vraiment sympa. C'est pas trop abstrait, hein, on voit quand même ce qu'on fait. Et en plus, il y a toujours des possibilités après enfin, à l'époque un petit peu moins, mais maintenant quand même, ils essaient quand même de valoriser la valeur de tout ce qui est BTS, DUT pour poursuivre après vers des études universitaires. Donc, faut toujours se dire que c'est une possibilité qui est vraiment bien. Et si vous aimez vraiment les travaux pratiques, si vous en faites, BTS, c'est vraiment super cool. Et d'ailleurs, ça se rapproche plus du métier de chercheur peut-être, Ouais. enfin de thésard en tout cas. Parce qu'on passe beaucoup de temps à... Après, on est tous les trois expérimentalistes, donc ouais, on a besoin de savoir manipuler, on va dire. C'est vrai que si vous faites des maths théoriques plus tard, bon, savoir utiliser une pipette, ça sera peut-être pas très utile, mais c'est quand même cool en vrai. On rigole bien en BTS, c'était marrant. Oui, c'est vrai que là, on a un exemple aussi de montrer parce que maintenant, on fait le même diplôme. Moi, j'ai fait le même diplôme. Et maintenant, il y a de plus en plus de passerelles. Surtout, il y a le choix que vous allez faire après votre bac, qui est, moi, je trouve souvent déterminé par la manière dont vous aimiez mieux le travailler. À l'université, c'est des cours, c'est beaucoup plus de liberté, vous construisez des projets, beaucoup plus autonomes. En BTS et en prépa, on est beaucoup plus encadré, toujours dans une structure de lycée en petite classe, avec plus un travail, pas mal d'exercices, d'apprendre des cours en prépa et beaucoup plus de travaux pratiques en BTS. Donc c'est vraiment des manières de travailler et d'apprendre qui sont différentes. Il faut que vous choisissiez celle qui vous correspondrait le mieux. Et après, par contre, il y a les passerelles qui sont et à la fin, on se retrouve à faire la même chose. Donc c'est plus une manière de travailler et d'apprendre qui vous convient le plus à choisir que vraiment un métier plus tard, parce qu'après, les passerelles se font et le métier, au final, est le même. Et du coup, ça nous a tous amené du coup, à la thèse. Et du coup, on a fait une petite slide pour vous expliquer ce que c'est une thèse. Et donc surtout, on voulait vous rappeler que c'était un diplôme universitaire et un contrat de travail. Souvent, ça fait peur quand on explique qu'on fait une thèse, parce que donc on arrive à 8 années d'études minimum après le bac. Sachant que pour nous, c'est beaucoup plus tard, parce qu'on a tous les trois fait des parcours en rajoutant des années, soit en travaillant en parallèle, soit en partant à l'étranger ou autre. Donc moi, personnellement, j'étais à bac plus... quand j'ai eu mon diplôme de thèse, ça faisait 10 ans que j'avais passé le bac. Du coup, ça peut faire peur de se dire que c'est des études qui sont très très longues. Mais par contre... Donc la thèse, ça reste aussi un contrat de travail. Donc on est employé pendant notre thèse. Donc on a un contrat de travail, on commence à cotiser pour nos retraites, on a un salaire. Donc c'est effectivement un diplôme, mais c'est aussi une première expérience professionnelle. Et ça, je trouve souvent important de le rappeler. Donc quand on s'engage dans une thèse, on est déjà dans un cadre professionnel. Donc c'est pas un diplôme où on reste à l'université sur les bancs de l'école. C'est un diplôme où on travaille en fait. Et donc du coup, c'est aussi important, c'est un diplôme qui est reconnu à l'international. Donc c'est le diplôme de plus haut niveau qui a vraiment une reconnaissance internationale. Par exemple, si on compare avec les diplômes qui sont donnés par les écoles d'ingénieurs, ils sont reconnus en France, mais ils ne sont pas reconnus à l'étranger, alors que le diplôme de thèse, lui, est reconnu dans tous les pays. Donc en plus, comme dès la thèse, on commençait à parler en anglais, faut vraiment Par exemple, là, moi, je trouve qu'il fait pas assez beau à Paris. Je peux décider, le temps de donner ma démission, donc dans 3 mois, d'aller travailler à Barcelone, parce qu'il fait bien plus beau à Barcelone. Et avec mon diplôme de thèse, je n'aurais aucun problème à trouver un travail dans un laboratoire, parce que c'est le même diplôme de thèse qui est délivré en Espagne, aux États-Unis, en Chine. Donc on peut vraiment aller travailler dans tous les pays où qu'on veut dans le monde. Et donc c'est un diplôme pendant lequel on va développer un projet de recherche pendant 3 à 4 ans, donc ça va être notre propre question de recherche. Mais comme on est encore étudiant, on n'est pas seul, donc c'est un travail qui se fait encadrer par un directeur de thèse qui va nous accompagner pendant ce projet. Et on a aussi des formations à l'université, donc on va avoir des cours sur l'intégrité scientifique. On peut aussi avoir des cours plus annexes, donc on peut faire de la communication auprès du grand public, on peut faire de la valorisation de la recherche, de l'entrepreneuriat, donc ça, on peut se diversifier dans différentes thématiques.
Et à la fin, le but, c'est de présenter ces travaux. Donc, on va écrire un article de recherche pour présenter à la communauté scientifique. Et on va aussi faire une soutenance de thèse, donc présenter un petit paquet de feuilles écrites, donc notre thèse écrite, et une présentation orale devant un jury qui va la valider. Donc, ça peut être stressant, mais c'est aussi un moment qui est assez sympathique parce qu'on va présenter devant... Donc, moi, j'ai déjà soutenu ma thèse, contrairement. Mais du coup, je peux dire que c'est sympathique parce que c'est sûr, on va présenter notre travail à notre famille. Donc c'est un moment, quand on va soutenir nos thèses, c'est un moment où on va aussi présenter ce qu'on a fait pendant 3 ou 4 ans à toutes les personnes qui nous entourent, notre famille, nos amis et aussi d'autres chercheurs. Ouais. Alors si le jury ne valide pas la thèse, alors justement comme on est encadré par un directeur de thèse avant, donc c'est un travail qui se fait sur 4 ans. Donc c'est pas comme un examen à l'université où si on rate, on a 0 et du coup on le valide pas. Là c'est un travail qui se fait vraiment sur le long cours. Donc quand on a écrit notre document de thèse et qu'on arrive à la soutenance, on est dans une position où on sait qu'on normalement tout va bien se passer. Donc ouais, le jury va déjà donner l'autorisation de soutenir avant, et une fois qu'on fait la présentation, c'est une validation par le fait d'avoir fait la présentation. Mais normalement on a notre diplôme. Ouais, généralement, la thèse, elle peut s'arrêter avant. Il y a des personnes pour lesquelles le travail de thèse, ça va pas leur correspondre, et donc du coup, elles vont s'arrêter avant, elles vont pas avoir leur diplôme de thèse. Mais quand on arrive à poursuivre ce travail jusqu'à la soutenance, en fait, on a déjà validé le fait d'avoir fait le travail de thèse. Ouais. Vous avez dit qu'on avait un salaire Oui. Durant la thèse. Est-ce que le salaire il varie en fonction de la qualité du travail Je serais payé 0 €. Alors non, le salaire ne varie pas en fonction de la qualité du travail. Surtout quand on fait des expériences. Par exemple, si je fais une expérience et qu'elle ne fonctionne pas, on n'a pas le résultat attendu. En fait, c'est un résultat négatif, mais c'est un résultat quand même. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas bien travaillé parce qu'on n'arrive pas à avoir un résultat. En fait, en recherche, on va se poser des questions auxquelles personne n'a jamais répondu, donc on ne peut pas savoir la réponse en avance. Donc en fait, ce qu'on va être payé, ce qui va être valorisé, c'est le fait d'avoir fait l'expérience, quel que soit son résultat à la fin. Donc du coup, on va pas nous demander, par exemple, de produire tant de pièces. On va pas nous demander de faire tant d'expériences pendant une semaine. Ce qui va être important, c'est les questions qu'on va amener et les réponses qu'on va pouvoir trouver. Et du coup, on peut pas vraiment dire qu'on travaille mal si on n'a pas le résultat attendu. Après, voilà, typiquement, s'il y a des personnes auxquelles le travail ça leur correspond pas, là, du coup, elles vont pas se plaire, et du coup, il peut y avoir un arrêt de la thèse qui est possible, mais le salaire elle-même, je sais pas si vous voulez dire votre salaire, mais on a été payé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était, je dirais 1673 € net, je crois, le dernier mois, c'était un truc comme ça. Ouais, ça dépend. Et en brut, c'est un peu... brut. Hein, en brut, ouais, c'est 2100, c'est ça. Et en net, c'est à peu près 1673 dans ces eaux-là, du coup. Donc, ouais, on s'en sort bien. Bon, sur Paris, c'est un peu cher le loyer, mais sinon, en vrai, je vais pas me plaindre. Et après, on peut aussi compléter. Enfin, le travail de thèse, il peut être complété par des missions d'enseignement ou des missions de vulgarisation scientifique. Et donc ça apporte aussi un peu un complément de salaire quand on enseigne à la fac. Ou moi, je travaille aussi pour le Palais de la Découverte. Donc c'est un musée à Paris. Et donc je fais des conférences pour le grand public. Et donc voilà. Et votre salaire, il peut être valorisé en fonction du type de contrat que vous avez. Nous, on est tous les deux sous contrat doctoral, donc c'est des contrats qu'on a signés avec une université grâce à un financement qu'on a obtenu. Si vous travaillez, par exemple, vous faites une thèse CIFRE, donc vous faites une thèse qui est financée et qui est en collaboration avec une entreprise privée qui fait de la recherche plus appliquée, vous pouvez être mieux payé. J'ai un ami du coup dans la même école doctorale que moi, il est plutôt autour de 2200 € net, et c'est parce qu'il travaille avec une boîte qui fait du Roquefort, je crois, un truc comme ça. Vraiment, il fait de la mycologie sur le Roquefort, et avec un contrat privé, t'es mieux payé, quoi, en général. Oui, ça aussi. Donc nous, on est des exemples où on a fait une thèse
On est une thèse dans ce qu'on appelle académique de recherche publique, mais voilà, on peut aussi faire des thèses adossées à des entreprises privées, et aussi on peut aller travailler dans une... Donc là, moi j'ai décidé de continuer en recherche après, mais aussi la thèse c'est un diplôme qui nous permet aussi d'aller travailler dans des entreprises dans tous les secteurs de recherche et de développement, dans les secteurs privés, donc ça c'est aussi possible. Et du coup, on voulait aussi vous présenter nos sujets de thèse. Oui, donc c'est moi qui commence. Ah oui, pardon. Moi, dans mon laboratoire de recherche, j'étudie la formation des motifs colorés. Et donc, cette question, elle rentre dans une discipline qui s'appelle l'évo-dévo. Donc, l'évo-dévo, c'est la combinaison entre deux mots, donc l'évolution et le développement. Donc, c'est deux disciplines scientifiques. Et pour vous expliquer un peu l'intérêt de l'évo-dévo, je vous présente ces quatre... ces quatre vertébrés animaux, donc, qui sont très différents, hein, un loup, un manchot, un éléphant, un serpent. Et quand on va observer leur développement, donc par exemple au stade fœtus, là vous pouvez encore associer chaque fœtus à l'animal qui lui correspond. Donc l'éléphant c'est facile, le serpent aussi. Déjà, entre le manchot et le loup, c'est déjà un peu plus compliqué. Et si on remonte encore plus loin dans le développement, donc encore plus précocement, au stade embryonnaire, cette fois, ça devient carrément plus compliqué de les différencier. Et donc là, c'est pour illustrer en fait qu'au cours du développement embryonnaire de ces vertébrés, on va acquérir les caractères qui vont les différencier. Donc, quand on veut étudier en fait la diversité du monde vivant aujourd'hui, étudier le développement, c'est étudier en fait les mécanismes de mise en place de ces différences et donc comprendre la diversité. Et donc moi, dans mon sujet de recherche, j'étudie particulièrement en fait l'évolution des motifs, des rayures qu'on trouve chez les jeunes de plusieurs espèces d'oiseaux. Donc, je fais de l'évolution parce que je compare différentes espèces proches. Et notamment au sein des oiseaux, donc Aves, c'est le nom latin, scientifique pour les oiseaux. On a trois groupes. On a les paléognates, chez qui on va trouver du coup... Pardon, j'ai pas de pointeur, désolée aussi. Il est en haut le pointeur. Ah oui. On va trouver donc les émeus et les autruches et les nandous. Et on a un autre groupe, on a deux autres groupes, les galliformes, chez qui on va trouver en fait toutes les espèces d'oiseaux, de volailles, de basse-cour. Et ensuite, on a un troisième groupe, les néo-aves, qui on va trouver en fait la grande diversité actuelle des oiseaux. Mais moi, je m'intéresse particulièrement du coup aux paléognates et aux galliformes parce que chez les jeunes de ces espèces-là, on va trouver les jeunes vont avoir des rayures. Et donc, j'étudie la formation de ces rayures chez ces espèces, les différences en fait physiques qui existent entre ces différentes espèces, mais aussi les différences de développement qui existent entre les différentes espèces. Et notamment, une des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'à partir d'un tissu qui est homogène, donc la peau, au cours du développement, toutes les cellules sont similaires, comment est-ce que ces cellules, certaines vont acquérir un destin différent des autres, pour créer un motif de couleur finale. Donc c'est des questions de biologie fondamentale, mais qui sont plus larges que seulement la question du motif et de la couleur, parce qu'en fait, c'est des questions qui touchent au développement, et le développement, c'est une période critique au cours de la vie des individus. C'est là où tous les organes, toutes les fonctions vont se mettre en place, et donc tous ces événements sont interconnectés, et quand il y a quelque chose qui se passe mal d'un côté, ça va avoir une influence sur tout l'organisme. Donc en fait, c'est des questions qui sont aussi plus larges que seulement les questions de la couleur. Voilà. Ouais, C'est en haut. Ok, nickel. Comme j'avais dit, moi je suis bactériologiste de formation. Alors, moi je travaille particulièrement autour d'une maladie que vous connaissez peut-être, c'est la maladie de Crohn. En fait, ok, c'est parfait. Ça devient de plus en plus connu. C'est une maladie qu'on dit un peu des pays riches parce qu'on trouve de plus en plus de gens qui en souffrent dans les pays développés, c'est-à-dire Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Et cette maladie, elle va provoquer ce qu'on appelle une inflammation chronique au niveau du tube digestif.
Ici, on voit que c'est localisé dans le côlon, par exemple, mais ça peut toucher toutes les parties du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au rectum, globalement. Et après de nombreuses années d'études, en fait, on s'est rendu compte que cette maladie qui est inflammatoire, elle a plusieurs origines dont toutes ne sont pas connues. Et on sait qu'il y a un énorme facteur qui va être microbiologique dans cette pathologie, et notamment qui va dû être la présence de certaines bactéries. Au laboratoire, moi, ce qui m'intéresse, c'est un groupe de bactéries qu'on retrouve particulièrement chez les gens qui ont cette maladie, du coup. Et ces bactéries, en fait, elles vont réussir à sortir du tube digestif et à passer au niveau des tissus qu'il y a autour, et ils vont pouvoir rencontrer le système immunitaire. Et là où ce qui devrait se passer, c'est que les cellules du système immunitaire, les globules blancs, mangent ces bactéries et les tuent. On va avoir un phénomène qui est assez étrange. On va avoir ces bactéries qui, au lieu de mourir, vont réussir en fait à se multiplier au sein de ces cellules immunitaires et produire encore plus d'inflammation, ce qui va aggraver cette maladie dont souffrent ces patients. Ici, je vous ai mis une petite image de microscopie que j'ai fait il y a pas si longtemps. En bleu, vous avez un peu les contours d'une cellule immunitaire. En rouge, c'est des bactéries qu'on a modifiées génétiquement pour qu'elles soient rouges fluorescents. On peut voir ici que les macrophages que vous avez là et là, ils contiennent quelques bactéries qu'ils ont mangées. Et ces bactéries, au lieu de mourir, ce que vous allez voir, c'est qu'elles vont former des énormes communautés au sein du macrophage et que ces macrophages sont complètement infestés de bactéries. Et ça, pour le macrophage, ça va être létal. Il va mourir, il va libérer plein de molécules qui vont stimuler de l'inflammation et qui vont aggraver les symptômes de la maladie de Crohn. Et au laboratoire, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces bactéries, qui normalement n'ont pas un arsenal qui les rend très très pathogènes, font pour s'adapter à cet environnement dans la cellule immunitaire pour pouvoir se multiplier alors qu'elles devraient mourir. Et du coup, donc moi, je vais vous présenter mon sujet de thèse. Moi, je vais travailler sur les mécanismes qui permettent aux cellules immunitaires de se déplacer dans le corps. Et en particulier, pour essayer de comprendre ça, je fabriquais des systèmes qu'on appelle microfluidiques. Donc ça tient dans des petits systèmes comme ça miniaturisés. Et en fait, je reproduisais un peu des parcours de combattants à cellules et j'essayais de comprendre comment est-ce qu'elles arrivaient à se déplacer dans ces parcours. Donc par exemple ici en vert c'est des cellules immunitaires, donc c'est les mêmes que ce que montrait Osni. Moi je les ai mis en verte et donc j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'elles arrivaient à se déplacer par exemple entre les plots que j'ai déplacés ici. Et aussi je pouvais regarder plus à l'échelle de la... Donc ça c'est quand on regarde à l'échelle d'un groupe de cellules comment est-ce qu'elles arrivent à se déplacer. Et je regardais aussi à l'échelle de la cellule unique, donc c'est en bas. Donc là, c'est juste une seule cellule immunitaire et je regardais comment est-ce qu'elle arrive à traverser cette constriction, donc ce petit trou. Et en particulier, on peut voir à l'intérieur qu'il y a son noyau qui se retrouve totalement déformé et aussi son cytoplasme. Alors, je vais essayer de la remettre. Voilà. Et donc j'ai étudié comment les cellules arrivaient à se déformer. Donc ça, c'est des obstacles qui miment ce qu'on peut avoir dans le corps humain, et donc à savoir comment les cellules immunitaires arrivaient à continuer à se déplacer et à patrouiller, à éliminer les maladies. Donc ça, c'est ce que je faisais en thèse. Donc c'est un travail que j'ai fini il y a 3 ans. Et après, donc j'ai décidé de continuer dans les métiers de la recherche. Donc je suis actuellement en post-doctorat. Donc maintenant j'ai un autre projet de recherche et la différence avec la thèse, c'est que donc je suis beaucoup plus autonome, donc je n'ai plus de directeur de thèse qui va suivre mon travail. Je suis encore dans une équipe supervisée par Émilie qui va me donner des conseils, mais je suis plus autonome dans mon travail. Et du coup en post-doctorat maintenant. Donc j'ai continué sur les systèmes microfluidiques, donc les systèmes comme ça, mais pas du tout à la même échelle et pas du tout pour la même application. Donc avant j'étais sur la migration des cellules immunitaires et maintenant en fait j'ai adapté ces systèmes pour essayer de faire des tests sur les ovules. Donc là si vous regardez les barres d'échelle, donc là c'est un trou de 5 micromètres seulement. Là, je suis sur des canaux de plutôt 50 micromètres. Et là, c'est des cellules immunitaires. Et maintenant, je travaille sur les ovules. Et donc, du coup, là, mon projet, c'est d'essayer de faire des systèmes microfluidiques qui permettent de détecter des ovules qui ne vont pas avoir les bonnes propriétés mécaniques. Donc, des ovules qui vont, par exemple, être trop mous ou trop durs. Donc, en les faisant passer dans des trous. Et donc en fonction du temps de passage et la force nécessaire pour les faire passer, on peut essayer d'identifier les ovules qui vont avoir différentes propriétés mécaniques et du coup les relier peut-être à leur qualité.
Donc voilà, je fais des courses d'ovules dans des canaux. Donc voilà, au cours de ma petite jeune carrière, donc j'ai quand même gardé un même thématique centrale qui est un peu l'outil microfluidique à développer pour les cellules, mais j'ai un peu changé de thématique entre les deux. Et globalement, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais vraiment lire beaucoup d'articles, enfin, c'est ce que j'ai fait aussi, mais je m'attendais pas. Là, je fais beaucoup de bricolage au final, parce que j'essaie de monter beaucoup de systèmes pour faire des nouvelles mesures sur les cellules. Donc, je suis souvent à bricoler, je vais tourner des vis, faire des nouveaux systèmes, et c'est pas du tout ce que je m'attendais à faire quand j'avais commencé une thèse. Je m'attendais pas à être autant dans le bricolage comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... Du coup, ce bricolage sur les ovules, vous l'appliquez à l'aide à la procréation pour justement ces femmes qui ont fait congeler des ovules? Alors l'objectif de long terme, c'est effectivement d'avoir un système qui puisse être appliqué. On n'y est pas encore, hein, c'est long. Donc là, c'est vraiment... c'est un exemple de projet où c'est donc l'équipe d'Émilie et de Marie-Hélène, l'autre codex, qui ont fait des découvertes dans recherche fondamentale qui nous ont permis de lier la qualité des ovocytes à leurs propriétés mécaniques. Et là, moi, j'ai un projet de recherche qui est un peu plus appliqué, où du coup, je vais essayer de faire des systèmes qui vont pouvoir mesurer cette propriété mécanique pour pouvoir appliquer ces résultats fondamentaux à la médecine. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un système qui puisse être appliqué pour tester des ovules humains. Pour l'instant, on le met au point sur un système de souris. Et quand on a des ovules qui ne sont pas utilisables en médecine, sur lesquels on peut faire des tests, on a essayé pour l'instant de les faire passer, mais on est encore loin d'un système directement applicable en médecine. Il faut du temps pour le développer. Oui. Ouais. Alors, avec les ovules qui ne sont pas bons, on va plus tester si l'expérience est faisable. Donc, si j'arrive vraiment à déposer l'ovule humain, si j'arrive à le faire passer, si j'arrive à le récupérer, si j'arrive à faire une mesure. Donc ça, c'est savoir si on arrive à faire l'expérience sans, par exemple, perdre d'ovules, sans les abîmer. Et par contre, toutes les questions de est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais, on va d'abord le tester sur des organismes modèles. Donc nous, on est sur la souris, mais on peut aussi tester, par exemple, chez le cochon, avec d'autres espèces animales. Et après, à la fin, on le testera chez l'humain. Mais quand on reçoit des ovules, du coup, on le testera sur des ovules qui sont bons, dont on ne sait pas s'ils sont bons, mais des ovules qui pourraient être utilisés pour une fécondation. Mais ça sera quand on arrivera à ce qu'on appelle des essais cliniques. Donc là, c'est vraiment de la recherche clinique. Nous, actuellement, on utilise des ovules qui ne sont pas bons, parce que c'est vraiment juste pour faire de la mise au point de l'outil, savoir si on peut faire la mesure. Avant de savoir si elle est vraiment utile, on essaye de savoir si on peut vraiment la faire. Vous avez dit que de par la force que l'ovule a besoin et de par le temps qu'il prend pour passer dans le tube, on peut définir ses propriétés. Ouais. C'est quoi les différentes propriétés que l'ovule peut avoir? Les différentes propriétés que je vais pouvoir mesurer. C'est quoi ce que vous appelez les propriétés d'un ovule? Donc moi, je vais regarder leurs propriétés, ce qu'on appelle mécaniques. Donc par exemple, s'il est plus ou moins mou, s'il est plus ou moins dur, s'il est plus élastique. Donc ça va être, par exemple, si vous avez une balle de tennis, si on appuie sur la balle de tennis, si on appuie avec la même force sur deux balles de tennis et qu'il y en a une qui se déforme beaucoup plus que l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va être plus molle. Donc par exemple, en ce moment, c'est Roland Garros, quand les balles sont trop molles, on ne peut pas jouer avec. Et on peut le savoir juste en appuyant dessus. Donc moi, c'est le même principe. En fait, j'essaie juste de faire un système pour pouvoir appuyer sur les ovules et voir s'ils sont plus ou moins mous. Très belle métaphore. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, c'est vrai que c'était aussi pour vous montrer la diversité des parcours et des sujets. Donc on fait tous une thèse, mais on ne fait pas du tout sur les mêmes sujets. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement varié ce qu'on peut faire en recherche. Oui. Vous avez déjà la réponse à vos questions? Oh, si seulement. On aimerait beaucoup, mais non. Du coup, non. C'est pour ça qu'on travaille dessus. Il y a
il n'y a pas vraiment de... Bon, enfin, il y a pas de réponse claire. Souvent, on démarre avec des hypothèses, on a des résultats préliminaires qui ont été faits avant qu'on arrive dans l'équipe. Et à partir de ces résultats préliminaires, on a souvent un directeur de thèse qui va poser des hypothèses, etc. Et s'il a une hypothèse qu'il pense intéressante à étudier, c'est là qu'il va proposer un sujet d'étude à des doctorants pour venir travailler dessus. Donc on est tous arrivés sur un sujet où il y avait des résultats qui suggéraient qu'on pouvait trouver quelque chose dans le domaine qu'on étudie, mais il n'y avait aucune réponse nette. Et en tout cas, d'expérience, tout le début de la thèse, globalement, c'est juste avoir des résultats négatifs partout, parce que les premières hypothèses, à moins d'avoir de la chance et que ça marche du premier coup, c'est jamais les bonnes. Du coup, on écrème. Mais comme l'a dit Lucie, même des réponses négatives, c'est quand même déjà une réponse. Ouais. Et ça fait avancer la recherche aussi. Oui. En soi, on n'a jamais pas de réponse. En fait, quand on teste quelque chose, par exemple, moi je vais tester, est-ce que si j'enlève un gène dans une bactérie, est-ce que ça change sa survie à l'intérieur de ma cellule immunitaire et que ça change rien du tout? J'ai pas... Le résultat, il est négatif, mon hypothèse, elle est fausse, mon gène, il joue pas un rôle dans la survie, mais comme réponse, j'ai ce gène n'est pas impliqué dans la survie de mes bactéries dans les cellules immunitaires. Donc en soi, dès qu'on teste une hypothèse expérimentalement, à moins qu'on ait vraiment très très mal posé la question, on est censé toujours avoir une réponse. Elle peut être positive ou négative. Les éditeurs scientifiques, en général, ils ont tendance à préférer les réponses positives parce que ça fait vendre, c'est plus joli. Mais globalement, on a toujours une réponse à une question. On n'a peut-être pas celle qu'on voulait avoir, on n'en a peut-être pas une très impressionnante, etc. Mais on n'a jamais pas de réponse à une question. Si on n'a pas de réponse, c'est souvent qu'on a mal designé l'expérience ou qu'on a mal posé la question à la base. Oui. Du coup, ça dépend aussi un peu des domaines, des laboratoires, etc. C'est vrai qu'en sciences, vu que c'est des sujets très très précis, souvent en fait l'étudiant il va aller dans un laboratoire qui a déjà un domaine de recherche et où il y a déjà un sujet de recherche proposé. Une question que le directeur ou la directrice de recherche voudrait voudrait développer, et du coup l'étudiant va travailler dessus. Mais ça peut aussi arriver d'avoir un étudiant qui est vraiment très motivé qui a une question et qui a envie de la développer et qui va aussi chercher un laboratoire qui voudra bien l'accueillir pour travailler sur ce sujet-là. Mais souvent aussi les étudiants ils vont dans des laboratoires dans des domaines qui les intéressent, qui nous intéressent aussi. Et le sujet de recherche, en vérité, le sujet de thèse, il se forme aussi un peu pendant la thèse. On peut penser que on arrive au tout début de notre thèse, on a une question, on va répondre à cette question-là. Et en fait, on se rend compte au cours de nos expériences que la question, elle va un peu changer, parce qu'on va tester certaines choses, on va changer un peu nos hypothèses, et du coup, au final, ça peut être un peu différent aussi. C'est un travail qui est très incrémental. On a des fois l'idée du chercheur qui un jour va dire « Ah, Eureka, j'ai trouvé la réponse ». En fait, généralement, on va ajouter à chaque fois un petit élément qui va nous permettre de mieux comprendre tout un mécanisme. Par exemple, moi, c'est tout ce qui est la mécanique de l'ovule, mais je veux vraiment juste ajouter un petit élément en disant bah oui, avec ce système-là, par exemple, de constriction, on peut faire des mesures mécaniques. C'est juste un petit truc que je vais ajouter, mais c'est quelque chose qui est totalement nouveau, que personne n'a fait. Donc en fait, c'est tout petit à l'échelle de déjà ce qu'on connaît déjà, mais comme c'est quelque chose de totalement nouveau, c'est quelque chose qui est important. Et c'est au fur et à mesure, on va faire des expériences qui vont apporter une petite réponse, un petit détail à un processus, à un mécanisme. Et généralement, des fois, c'est même après les 3 ou 4 ans de thèse qu'on se rend compte qu'on a quand même un peu avancé au fur et à mesure. Des fois, on a l'impression de vraiment faire des tout petits pas. Mais généralement, la recherche, c'est des petits pas qui avancent. Souvent, on se rend compte qu'on va plutôt fermer des portes avant de trouver quelque chose dans lequel on va arriver à avancer. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très incrémental. On va faire des expériences qui vont nous apporter une petite réponse, qui vont nous amener d'autres expériences pour amener une autre réponse ou confirmer la réponse qu'on a déjà eue. Et c'est comme ça qu'on va globalement faire avancer notre question. Mais on n'a pas une expérience qui va nous donner la grande réponse à notre question de thèse. Aussi, non, oui, effectivement, du coup, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. C'est pas du tout un travail solitaire finalement. Parce que les sujets sur lesquels on travaille, il y a d'autres personnes qui travaillent dessus et c'est un travail collectif finalement.
en fait, la recherche, elle avance grâce à l'effort de tout le monde, quoi. C'est pour ça aussi que c'est important les résultats négatifs, parce qu'en fait, si nous, on teste quelque chose qui ne fonctionne pas, ça fait que quelqu'un d'autre ne va pas tester la même chose, et du coup, on perd moins de temps aussi collectivement. Mais du coup, nos travaux, donc, quand ils sont publiés, sont normalement sous réserve d'abonnement à certains éditeurs scientifiques. Globalement, quand on publie des travaux, ils sont accessibles au monde entier, parce que ça permet aux gens de profiter des résultats de nos travaux pour les utiliser, pour eux-mêmes poser des nouvelles questions. C'est très très collaboratif, la science. Il n'y a pas une personne dans un domaine en biologie qui est bon dans tous les domaines. On ne peut pas être bon partout, il y a trop de spécialités. Et c'est pour ça qu'on a besoin que des gens de plein de domaines différents, des gens spécialisés en génétique, en microfluidique, en microscopie, dans tous les domaines de la biologie, il y en a énormément. On a besoin que tous ces gens-là puissent avoir accès aux travaux pour, avec leur point de vue et leur expertise, se poser des questions et démontrer des choses que nous, on n'aurait pas pu montrer parce qu'on n'est pas assez bon. Non, moi, en bioinformatique, je suis très très nul, et heureusement que si j'arrive à publier quelque chose, il y a des bioinformaticiens qui arriveront à lire et à poser des questions avec. Et du coup, pour présenter nos recherches, on le fait et au niveau du Collège de France. Donc on a des séminaires toutes les semaines où on peut présenter à nos collègues. On va aussi écrire des articles qui vont être publiés dans des journaux. Donc là, c'est publication papier. Et on va aussi aller en conférence. Donc là, c'est au niveau international. Donc c'est des chercheurs sur une thématique. On va se retrouver pendant 3-4 jours. Du coup, on va tous présenter nos travaux. Donc ça, du coup, ça se fait en anglais. On peut aller, par exemple, aux États-Unis, en Italie, en fonction des conférences qui sont organisées. On va aller à la conférence, rencontrer d'autres chercheurs. Enfin, c'est un peu un point de rencontre de chercheurs, où du coup on va tous pendant 3-4 jours sur la même thématique présenter tous les travaux qu'on a pu faire pendant les 3-4 dernières années sur cette thématique, et c'est aussi comme ça qu'on va échanger nos travaux. Ouais, ça va être fini alors. Qui est ma bouteille, incroyable. Je voudrais juste, pour terminer, vraiment remercier les panélistes, tous et toutes. Voilà, et puis je voudrais vous remercier, vous aussi, qui êtes venus. Et puis je pense que ce qu'on a compris après vous avoir écouté, c'est que même si on veut choisir d'aller vers les sciences, après le bac, si on a des doutes, c'est pas grave, parce que ce qu'on a compris, c'est que c'est normal d'avoir des doutes, c'est qu'on peut y arriver par différents parcours, par différents moyens. Et voilà, je crois que ce qui est important, ce qu'on a compris, c'est d'abord, bien sûr, d'être intéressé, d'être passionné, et puis surtout d'être curieux. Parce que quand on est curieux, on se pose des questions, on cherche, on a des doutes, et voilà, c'est ça, je pense que ça fait partie de cette carrière scientifique. En tout cas, moi, je trouvais que c'était passionnant, puis on comprend aussi, voilà, les sciences, c'est notre corps, c'est notre environnement. Enfin, moi, je regarderai jamais la pieuvre ni les moules de la même façon, et c'est ça qui est passionnant, parce que c'est nous, et c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, j'espère que tout ça, ça vous aura encouragé à aller donc dans ces directions-là. Et puis, je vous souhaite surtout bon courage pour vos études. Et puis, voilà, on espère que vous allez dans ce sens-là. Et puis, merci d'être venus. Voilà.